Je dois observer à ce sujet qu'ici nous avons pu croire un moment à un rapprochement bien singulier. Il y a quelques mois qu'il nous fut dit que dans l'un des bâtiments de la Chine qui passions alors, retournant en Europe, se trouvait un Chinois disant avoir servi l'empereur en Égypte. L'empereur alors s'était écrié qu'il c'était son petit voleur. C'est à lui dont je viens de raconter l'histoire. Mais ce n'était au vrai qu'un cuisinier de Cléber. L'empereur, plus gai que de coutume, a terminé brusquement la conversation en se tournant vers Madame Bertrand. Eh bien, madame, conservez-vous à votre logement de Tuileries, lui a-t-il demandé en riant. Quand donnerez-vous vos beaux dîners d'ambassadeur? Mais vous serez obligé, du moins, assure-t-on, d'échanger votre ameublement, car on prétend qu'on n'est pas propre de tout dans ces pays-là. Alors, on a passé tout naturellement au grand luxe dont nous avions été témoins sous l'empereur. Lundi 23. L'empereur est entré dans ma chambre sur les 10 heures et m'a pris pour marcher avec lui. Nous avons dû déjeuner sous les arbres. Le temps était magnifique, la chaleur forte, mais bienfaisante. L'empereur a demandé sa calèche. Deux de nous étions avec lui, le troisième. À cheval suivait. À côté, les rangs maréchals n'avaient pu venir. L'empereur est revenu sur quelques bouderies qui avaient eu lieu il y avait quelques jours. Il a analysé notre position, nos besoins naturels. Vous êtes destiné, nous disait-il, en rentrant dans le grand monde d'un jour, à où vous vous êtes trouvé frère à cause de moi. Ma mémoire vous le commandera. Soyez-le donc dès aujourd'hui. Peignez alors les biens que nous pourrions nous créer, les peines que nous pourrions tromper. C'était tout à la fois une leçon de famille, de morale, de sentiments et de conduite. Elle a dû être écrite en lettres d'or. Il a parlé près de 5 quarts d'heure. Je ne pense pas qu'elle soit jamais oubliée par aucun de nous. Pour moi, j'aurais toujours présent non seulement les principes, les paroles, mais encore le son des voix, l'expression, les gestes et par-dessus tout le cœur qui les exprimait. Vers les 5 heures, l'empereur est entré dans ma chambre où j'ai travaillé avec mon fils le chapitre d'alcool. Il avait quelque chose à me dire. Je l'ai suivi dans le jardin où il est revenu par la suite longuement sur sa conversation de la calèche. Le dîner se passe désormais dans l'ancien cabinet topographique contigu avec le cabinet de l'empereur et l'ancien logement de ménage de Montalon, dont on fait une bibliothèque assez propre à l'aide des livres et des quelques brasseries venues dernièrement d'Angleterre. Les traces de l'incendie dans le salon se réparant lentement. Nous sommes contraints de demeurer à table dans notre nouvelle salle à manger jusqu'à ce que l'empereur se retire. C'est de reste au grand profit de la conversation. L'empereur aujourd'hui était fort causant. On parlait des rêves, des pressentiments, des prévisions, ce que les Anglais appellent double sight, double vue. Nous avons débité tous les lieux communs que menant d'ordinaire ces objets, jusqu'à parler des sorciers et des revenants. L'empereur conclut toutes ces charlataneries et tant d'autres, telles que celles de Cagliostro, Mesmer, Gall, Lavater, se détruisant par ce seul raisonnement bien simple pourtant. Tout cela peut être, mais cela n'est pas. L'homme aime le merveilleux, disait-il. Il a pour lui un charme irrésistible. Il est toujours prêt à quitter celui dont il est
enterré peut courir après celui qu'on lui fâche. Il se prête à lui-même à ce qu'on le trompe. Le vrai, c'est que tout est merveille autour de nous. Il n'est point de phénomène proprement dit, tout est phénomène dans la nature. Mon existence est un phénomène. Le bois qu'on met dans la cheminée et qui me chauffe est un phénomène. La lumière que voilà et qui m'éclaire est un phénomène. Toutes les causes premières, mon intelligence et mes facultés sont des phénomènes. Car tout cela est, et nous ne savons le définir. Je vous quitte ici, continuait-il. Me voilà à Paris, entrant à l'opéra, je salue les spectateurs, j'entends les acclamations, je vois les acteurs, j'entends la musique. Aussi, je puis franchir la distance de Sainte-Hélène. Pourquoi ne franchirais-je pas la distance des siècles? Pourquoi ne verrais-je pas l'avenir comme le passé? L'un serait-il plus extraordinaire, plus merveilleux que l'autre? Non, mais seulement cela n'est pas. Voilà le raisonnement qui détruira toujours sans réplique tous les merveilles imaginaires. Tous ces charlatans disant des choses fort spirituelles. Le raisonnement pouvant être juste, ils séduisent seulement la conclusion est fausse parce qu'il est fait manquant. Mesmer et le mesmérisme ne se sont jamais relevés de rapports de Bailly. Au nom de l'Académie des sciences, Mesmer produisait des effets sur une personne en la magnétisant en face. Cette même personne, magnétisée par derrière, à son insu, n'éprouvait plus rien. C'était donc de sa part une erreur de son imagination, faiblesse des sens. C'était la somnambule qui la nuit que sur les trois sans danger, parce qu'ils ne crient pas les jours. Il se casserait le cou parce que ses sens le troubleraient. J'entrepris un jeu, disait-il à une de mes audiences publiques, le charlatan puis Ségueur. Sur sa somnambule, il voulut le prendre très haut. Je l'intéressais par ses seuls mots. Si elle est si savante, qu'elle nous dise quelque chose de neuf. Dans 200 ans, les hommes auront fait bien de progrès. Qu'elle en spécifie une seule. Qu'elle dise ce que je ferai dans 8 jours. Qu'elle fasse connaître les numéros qui sortiront demain à la loterie. J'en fis de même pour Gall. J'ai beaucoup contribué à le perdre. Corvisart était son grand sectateur. Lui et ses semblables ont un grand penchant pour le matérialisme et accroîtraient leur science et leur domaine. Mais la nature n'est point si pauvre. Si elle était si grossière qui de s'annoncer par des femmes extérieures, nous irions plus vite en besogne et nous serions plus savants. Ses secrets sont plus fins et plus délicats, plus fugitifs. Jusqu'ici, échappant à tout. Le petit poussou se trouve un grand génie, un grand bel homme n'est qu'un sot. Une large tête de gros cheval n'a parfois pas une idée, tandis qu'un petit cerveau se trouvera d'une vaste intelligence et, voyez, l'imbécilité de Gall. Il attribue à certaines bosses des penchants, des crimes qui ne sont pas dans la nature, qui ne viennent que de la société et de la convention des hommes qui deviennent la bosse du vol. S'il n'y avait point de propriété, la bosse de l'ivrognerie. S'il n'y avait point de liqueur fermentée, celle de l'ambition.
s'il n'existait point de société. Il en est de même de cet insigne charlatan Lavater, avec ses rapports du physique et du moral, notre crédulité dans les vices de notre nature. Il est en nous de vouloir aussitôt nous parer des idées positives lorsque nous devrions au contraire nous en garantir soigneusement. À peine voyons-nous les traits d'un homme que nous voulons prétendre connaître son caractère. La sagesse serait d'en repousser l'idée, de neutraliser ces circonstances mensongères. Auquel me volait, il avait les yeux gris. Depuis, je ne verrai plus d'yeux gris sans l'idée de la crainte du vol. C'est une âme qui m'a blessé et que je redoute partout où je la vois. Mais sont si bien les yeux gris qui m'ont volé la raison, l'expérience. J'ai été dans le cas d'enfer en grande pratique, montrant que tous ces signes extérieurs sont autant de mensonges qu'on ne serait trop sans garantie et qu'il n'y a réellement d'autre moyen de juger et de connaître sûrement les hommes que de les voir, de les essayer, de les pratiquer. Après tout cela, il se rencontre des figures tellement hideeuses, il faut l'avouer. Est-il en cité une qui nous a tout fait rire, celle du gouverneur, qui la raison la plus forte est mise d'abord en fuite, et que la condamnation se prononce en dépit d'elle-même.